Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle conversation sur le thème du Dharma. Ces conversations qui sont en fait plus des histoires qu'on raconte, des parcours de vie, à travers le parcours de vie des personnes que j'ai la chance d'interviewer, qui m'accordent un peu de leur temps et de leur énergie. Euh, on va interviewer, retrouver Mirabelle Pisano dans un instant. Bonjour à ceux qui se connectent déjà en direct. Et on va parler donc Dharma à travers le parcours de Mirabelle. Je vais expliquer dans un instant ce que le Dharma signifie, d'où ça vient, ce mot, ce terme, même si justement l'histoire c'est de sortir un peu de la définition et que vous compreniez ce que c'est à travers l'expérience, et là plus particulièrement l'expérience de Mirabelle, en espérant qu'à travers son histoire, son parcours, il y ait peut-être des résonances qui se fassent et qui vous parlent aussi. Voilà Mirabelle qui nous rejoint, je vais la faire. Bonjour, bonjour à tout le monde. Juste un petit instant, le temps que la connexion avec Mirabelle se fasse. Voilà. Ça y est. Yes, ça fonctionne. Ça fonctionne. Coucou Mirabelle. Coucou. Merci infiniment de m'accorder ce temps aujourd'hui. Avec grand plaisir et merci à toi de me donner, de m'offrir cet espace de parole. Ouais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai envie de t'interviewer, tu le sais. Ça s'était pas fait pendant ma première salle d'interview qui remonte même à fin 2021. Et puis ça se fait maintenant et j'en suis vraiment ravie. Ravie. Le timing est Ouais, toujours. Même si on s'en rend pas forcément compte. Au final, avec le recul. oui ou non. C'est ça. Donc, eh bien, écoute, on va commencer tout de suite ce live. Évidemment, il y aura un replay pour ceux qui nous rejoignent en cours. Donc, moi, je vais faire une petite introduction pour expliquer aux personnes qui sont avec nous ce que vivre son dharma signifie, puisque c'est de ce dont on va parler aujourd'hui. Et puis après, on va essayer d'illustrer ces propos, ces mots en fait, à travers ton parcours de vie, avec ce que tu as envie de partager avec nous aujourd'hui. Donc, le dharma c'est un terme sanskrit. Pour ceux qui regardent les épisodes régulièrement, je répète un petit peu tout le temps la même chose, mais pour les nouveaux, voilà, je m'y reprends. Donc, c'est un terme sanskrit qu'on retrouve dans les textes philosophiques du yoga, donc des textes très anciens. Le yoga étant en fait bien plus que quelques postures qu'on fait sur un tapis pour se faire du bien. Voilà, c'est vraiment une philosophie de vie. En tout cas, les textes anciens, on le comprend là-bas, même si c'est vrai qu'en Occident, ça se résume plutôt à la pratique posturale. C'est tellement plus que ça. Et donc, ce terme du dharma, il a plusieurs significations dans ces textes anciens. Et moi, celui qui m'intéresse tout particulièrement pendant ces interviews et pendant les coachings que je mène, c'est celui qu'on traduit habituellement par mission de vie ou mission d'âme. Et ce que je dis systématiquement, c'est que ce terme de mission, en fait, il peut vite mettre la pression. Et moi, la première, je me disais, mais je suis qui, moi, en fait, pour avoir la moindre mission voilà, je ne comprenais pas en fait ce que ça voulait dire, à part, voilà, oui, il y en a qui effectivement écrivent je ne sais combien de bouquins, vont sauver des enfants à l'autre bout du monde, et ça peut être ça, vivre son dharma et vivre sa mission de vie. Et ça peut être des choses beaucoup plus simples, et en fait, on a tous une mission, en tout cas un dharma, voilà, on va reprendre ce terme du dharma, qui est tout simplement d'être aligné avec notre propre vérité, et d'avancer en fait sur ce chemin d'accomplissement, de justesse intérieure, d'épanouissement. Et en fait, ce qui est très beau, c'est que quand on s'aligne de plus en plus à ce qui est juste pour nous, eh bien, une fois qu'on a rempli, quand on s'est nourri nous-mêmes, eh bien, on peut nourrir les autres. Ouais. Voilà, donc j'aime bien parler de ça parce qu'on va y revenir sur tout ça, mais pour rappeler que c'est tout sauf égoïste en fait, d'oser briller, d'oser
se questionner, d'oser sortir des sentiers battus et d'oser se prioriser en fait. Parce qu'une fois qu'on s'est priorisé, là ensuite on peut contribuer et c'est magnifique et on peut contribuer voilà, à notre échelle, à des échelles plus ou moins grandes, mais en tout cas, il y a quelque chose de... Il y a aussi cette notion de service, en fait. Et la notion de mission, c'est plutôt ça. C'est que quand on est bien soi, eh bien, on peut être au service d'une autre personne, ne serait-ce que d'une autre personne, et c'est déjà tout gagné. Donc voilà, dans les très grandes lignes. Et l'idée, justement, c'est pas forcément de surcharger le mental de définition, d'information, d'essayer d'aller, voilà. Enfin, vous pouvez, si ça vous intéresse, aller chercher ces textes anciens. Mais en tout cas, moi, quand j'ai eu l'idée de lancer ces interviews, c'était vraiment comment je peux illustrer ça à travers, en racontant des histoires et des parcours de vie pour montrer que ça peut prendre finalement autant de formes qu'il y a d'êtres humains sur cette terre et que, ouais, que l'idée, c'est d'inspirer tout un chacun à oser, tout simplement, oser être soi et pleinement soi. Tout simplement. Et je souris et je pense que pareil, je le dis à chaque interview, parce que tout simplement être soi, ça paraît tout simple, effectivement, sauf que c'est pas forcément ce qu'on nous apprend, ce qu'on nous enseigne, comment on nous éduque, entre guillemets, ce que la société met vraiment en avant. Donc, c'est pas facile, en fait, aujourd'hui, d'être pleinement soi. Et pourtant, le sentiment intérieur qui s'installe progressivement quand on pose des limites, quand on s'autorise à suivre des directions qui nous apaisent alors que tout était fait pour qu'on aille à la direction opposée par rapport à voilà, les études qu'on a fait ou encore une fois l'éducation qu'on a reçue, etc. Il y a vraiment quelque chose de solide et de tellement confortable, agréable, sur lequel on peut se reposer progressivement que ça vaut le coup de se lancer. Voilà, dans les toutes grandes lignes. Donc, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Perrine Renarseil, j'enseigne le yoga et je suis coach aussi sur cette thématique du dharma parce que pendant très longtemps je me suis cherchée et donc j'ai à cœur d'accompagner les personnes à se trouver elles aussi. Et puis on a quand même pas mal de points communs avec Mirabelle et je ne connais pas ton parcours dans tous les détails, mais j'en connais un petit peu et c'est une thématique qui me touche tout particulièrement. Donc voilà, je te remercie encore une fois de m'accorder ce temps. Avec grand plaisir, merci à toi. Ouais. Alors voilà, maintenant c'est Mirabelle qui va bosser. Et elle va commencer tout simplement par se présenter. Mirabelle, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es? Oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Mirabelle, j'ai 39 ans, j'habite actuellement à Paris. Je dis actuellement parce qu'on a pas mal trotté avec Paris, donc là en tout cas on est installé pour le moment à Paris. Et professionnellement, puisque c'est un petit peu ce qui nous intéresse ici, alors je me définis, même s'il n'y a pas vraiment de mots qui existent comme ça dans le répertoire des métiers en France. J'ai mis un mot qui est coach psychocorporel et j'ai rajouté sans tabou parce que j'ai trouvé que c'était très important. Ça me définit vraiment beaucoup le fait que je mette pas de tabou et que je parle de tout. Je pense que c'est quelque chose qui me définit et d'oser parler de tout. Je suis également sophrologue et professeure de yoga adapté au stress post-traumatique. Voilà, ça c'est pour la carte professionnelle. Ensuite, qu'est-ce que je fais au quotidien? Au quotidien, moi j'accompagne des personnes et principalement des femmes qui ont vécu ce qu'on appelle des expériences défavorables de l'enfance. Donc ça concerne tout un tas d'expériences et notamment l'inceste qui est presque le cœur de mon métier. Donc j'accompagne ces femmes qui ont vécu ces expériences-là à reconnecter avec elles-mêmes, avec leurs capacités, leurs ressources et la puissance qu'elles ont en elles et notamment dans leur corps. Voilà. Ça c'est, on va dire, le grand chapeau. Et ensuite je travaille sur 3 thèmes en particulier.
Et mes thèmes de travail, c'est l'anxiété et les attaques de panique et les crises d'angoisse, qui sont très présentes dans les symptômes du trouble de stress post-traumatique. Donc, comprendre son fonctionnement interne, comprendre son système nerveux, établir une relation de confiance avec tous ses états internes, en fait, quels qu'ils soient, et apprendre à s'autoréguler et augmenter sa fenêtre de tolérance. Ça, c'est un thème qui est très précieux sur l'anxiété, attaque de panique et crise d'angoisse. Ensuite, j'ai un deuxième thème qui est les troubles du sommeil. Donc que ce soit les insomnies, les difficultés d'endormissement, les réveils précoces, les cauchemars. Et l'objectif, c'est de rétablir une relation de confiance avec soi-même et surtout avec la sécurité et la nuit. Puisque il y a une thématique qui est récurrente, évidemment, avec la nuit, c'est l'endormissement. Les actes qui ont été perpétrés ont été parfois réalisés pendant la nuit. Donc, il y a effectivement vraiment une cassure en fait dans le lien de sécurité avec le sommeil qui est très importante. Et même quand ça a eu lieu pendant la journée, il y a le fait de lâcher et d'arrêter d'être en état d'hypervigilance. Et donc, il y a un impact qui est très important sur les troubles du sommeil. Et mon troisième axe de travail, c'est les émotions. Et là, ce qu'on va faire, c'est, quand je travaille sur les émotions, moi, j'y vais cash et je démarre toujours par la honte. Comme ça, c'est fait. Voilà. C'est une des premières séances. Et donc, j'explique souvent que c'est une émotion qui, de toute façon, est un peu comme une pieuvre qui vient s'en mêler aux autres émotions. Et donc, une fois qu'on a abordé le sujet de la honte pendant 2 heures, après, on se sent un peu plus libre quand même. Donc, ce qu'on va faire sur le sujet des émotions, ça va être déjà les identifier. Ça, c'est un premier sujet et c'est pas des moindres. Parce que parfois, c'est des émotions qui sont cachées, parfois, c'est des émotions qui sont enfouies, parfois, on ne savait même pas qu'on ressentait ces choses-là. Et puis, parfois, on ne s'autorise pas aussi, ou alors au contraire, ça déborde, ça dégueule et on ne sait juste pas comment faire pour récupérer, en fait, reprendre la main, en fait, quelque part sur ce qui est en train de se passer. Donc, parfois, il y a des sensations et ça déborde, parfois, il n'y a pas de sensations. Donc, voilà, on vient un peu donner du sens à toutes ces expériences autour des émotions. Et encore une fois, en lien avec tout ce qui est dissociation traumatique, mémoire traumatique, troubles de stress post-traumatique. Et donc, réaliser à quel point derrière les émotions, il y a des besoins qui sont souvent inassouvis. Et puis réussir à se prendre en charge par rapport à ces émotions avec beaucoup de douceur et vraiment une infinie bienveillance. Et ça, c'est quelque chose, vraiment étape après étape, pas après pas. Ça peut être un long chemin et c'est complètement OK. Et donc, à chaque étape, je vais être là. Et donc, on avance comme ça. Donc voilà, ça, c'est mes 3 sujets de travail. Évidemment, après, je m'adapte si j'ai d'autres demandes, mais c'est surtout sur ces 3 sujets-là que je travaille. Et d'ailleurs, je voudrais vraiment en profiter pour vraiment mettre le focus sur les personnes qui viennent me voir, plus que sur ma posture à moi, parce qu'en fait, j'estime que j'ai immensément de chance de travailler avec des personnes qui sont exceptionnelles. Je vois que tu souris, mais je te jure, chaque jour, je m'émerveille. Et c'est juste génial. J'ai en face de moi, parfois il y a des personnes qui me disent oh là là, mais ça doit être super triste ton boulot, tu dois avoir des gens déprimés. Et en fait, moi, la seule chose que je vois avec mes yeux et avec mon cœur, c'est des personnes qui ont une force de vie en elles qui est telle. C'est vraiment inouï. J'ai en face de moi des personnes qui sont prêtes à partir à leur propre conquête, qui sont prêtes à être OK d'aller se réapproprier leur corps,
de plus global avec différents intervenants. Et c'est quand même des personnes qui ont été pendant des années dans des dynamiques de domination, de soumission, de victimisation. Et donc, voir des personnes qui sont ce chemin-là, qui veulent acquérir des outils, se les. Alors, malheureusement, j'ai eu un petit temps de pause parce que j'ai perdu ma connexion, donc je n'ai pas entendu la fin de. Mais ce que j'ai entendu, c'est à quel point tu étais honorée de travailler avec ces personnes, que c'était tout sauf triste de travailler avec toi parce que tu avais des personnes en face de toi qui faisaient preuve d'une résilience incroyable. Et merci de rappeler ça parce que c'est exactement comme ça que je me sens aussi. Alors, je ne sais pas si tu vas jusque-là. Moi, j'ai même cette croyance qu'on choisit en fait les épreuves de vie qu'on va vivre avant de s'incarner. Et du coup, quand j'ai des personnes, et en fait, il y en a très souvent en coaching qui me partagent ben voilà, des traumatismes de l'enfance et parfois liés à l'inceste qui est pour moi juste ce qu'il y a de pire au monde en fait. Je suis tellement honorée de me retrouver face à une âme en fait qui a choisi de voilà encore une fois je dis pas que c'est forcément ça mais Ouais, c'est ma croyance et ça me c'est pas forcément la mienne. oui, et j'entends mais bon c'est ma façon d'exprimer que à quel point Oui, je suis toujours en fait hyper honorée de me retrouver avec quelqu'un qui est droite qui est assise devant moi et qui est passé par ce qui pour moi et serait juste le summum de l'horreur en fait. Donc, euh, donc voilà, merci en tout cas de cette belle présentation et d'avoir partagé la palette en fait de tout ce que tu proposes aujourd'hui. Euh, ben, notamment quand ben, on va y revenir puisque on va parler un petit peu de ton histoire. Mais avant de partir là-dedans, la raison pour laquelle j'aime bien demander aux personnes que j'interviewe de se présenter elles-mêmes, c'est parce que ben, déjà c'est toujours intéressant de voir comment on se met en mots. Et aussi ensuite c'est parce qu'il y a une question qui vient par la suite, parce que finalement le dharma c'est ça, c'est le dharma, c'est presque de l'ordre énergétique, en fait. C'est vraiment ce qui est lié à notre unicité, ce qui nous met dans le mouvement, ce qui nous met ouais, dans ce mouvement de la vie. Et du coup, bah, qu'est-ce qui nous met dans le mouvement de la vie? Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous allume, on dirait en anglais, en français ça sonne un peu bizarre, mais en tout cas, la question c'est de comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Tu vois, qu'est-ce qui t'anime justement? Qu'est-ce qui te motive à accompagner ces femmes aujourd'hui? et ben écoute, je pense qu'il y a une chose qui me motive par-dessus tout. J'ai une espèce de phrase un peu chapeau qui est mon grand pourquoi, Ouais. qui est une phrase que j'ai réalisée. Enfin, bon, ça n'a aucun sens ce que je suis en train de dire. Une phrase que j'ai réalisée. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Tu as conscientisé, quelque chose que tu as conscientisé aussi. Une phrase que j'ai formulée, on va dire, des mots que j'ai réussi à mettre Ouais. il y a quelques années en arrière, qui est que l'isolement tue. Et je me suis promis qu'une fois que moi j'aurais appris à traverser la rivière qui finalement n'est pas vraiment une rivière ou qui est une rivière genre déchaînée, voilà. Et ben je me suis promis qu'après avoir appris à traverser cette rivière, je tendrai la main à toutes celles qui sont en train de la traverser et qui se prennent les vagues en pleine gueule. Euh, Parce qu'effectivement, quand on est seul à traverser, quand on se sent seul à traverser et qu'on est seul parce qu'on a vécu tellement d'expériences de déconnexion, de rejet, de honte, eh bien finalement c'est quand même beaucoup plus
Donc je pèse mes mots. C'est pas beaucoup plus facile, mais c'est beaucoup moins difficile quand on sait qu'on a en face de soi une personne qui est une professionnelle, qui a un statut de professionnel, donc qui est formée, qui a pris son métier, qui a aussi une double casquette avec la casquette de ce qu'on peut appeler aujourd'hui en médecine patient expert. C'est-à-dire une personne qui a vécu les choses et qui a assez de recul en fait pour pouvoir partager son expérience. Et ça donne, alors évidemment, moi je propose une chose, mais je n'ai pas de solution magique pour tout le monde. J'ai pas encore une chapelle et j'ai pas étudié je sais pas quoi. Mais en tout cas, je propose un parcours de soins adapté. Et je le travaille, enfin, je propose ce parcours non seulement en individuel, mais je le propose aussi en groupe et dans quelque chose d'institutionnel. Donc, c'est quand même des contenus qui sont validés par d'autres professionnels de la santé mentale. Et donc, c'est un travail d'équipe, en fait. Tout à l'heure, je finissais en disant que souvent, je ne suis qu'une des personnes qui est sur le chemin, puisque, effectivement, quand on est sur un chemin de guérison, eh ben, on a souvent plusieurs professionnels qui sont là. Et le côté pluridisciplinaire, c'est hyper important. Et effectivement, là où je travaille actuellement, enfin, moi je suis la seule qui exerce mon métier et je travaille vraiment main dans la main avec des psychologues et des psychiatres. Et donc en ça forme une équipe pluridisciplinaire. On allie le corps et l'esprit. Et donc pour en revenir à ce que je disais au début, avec ma phrase chapeau, l'isolement tue. Et le fait donc la phrase un peu antidote à ça, c'est la connexion rétablie. Tu vois, c'est pas c'est pas très bien travaillé dans ma bouche, mais je pense que tout le monde comprend le sens. Et réussir à connecter, en fait, mettre au même niveau, le fait que je parle de façon très ouverte, sans tabou, avec énormément de vulnérabilité, et vraiment que je pose les choses. Ben, je pense que c'est ce que moi j'aurais voulu vivre quand j'étais dedans et qu'en fait, moi je viens d'une génération où il n'y avait pas Internet encore. c'est, j'ai même pas encore 40 ans, mais j'ai déjà partie de cette génération-là. Et quand j'ai moi-même mes premiers souvenirs qui sont apparus, mes premières sorties d'amnésie traumatique, j'avais 24 ans, j'avais pas Internet ni sur mon téléphone ni à la maison, quoi, hein. J'allais à la bibliothèque pour me connecter, tu vois. Donc c'est autre chose. L'isolement était et encore plus précis parce qu'on ne parlait pas de ces choses-là. Ça parlait pas non plus dans la presse. Aujourd'hui, on a la Civise. Aujourd'hui, on a l'actualité. Aujourd'hui, on a Internet. On a des moyens de connexion. Et, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je travaille en visio sur les accompagnements individuels. Et j'ai beau habiter à Paris actuellement, j'ai pour le moment pas eu une seule cliente qui est à Paris. J'ai des clients partout en France, en Belgique, même à La Réunion. Et il y a un besoin de connexion qui se fait partout. Alors, je travaille uniquement en langue française, mais je pense que si je travaillais en langue anglaise, j'aurais même encore probablement plus de connexion ailleurs. Donc voilà, et le besoin, il est là aujourd'hui. Et donc, connecter avec qui on arrive à établir de la confiance, bah, c'est là qu'on va pouvoir aller décider à ouvrir son paquet de merde, en fait. Désolée, hein, moi j'ai toujours un langage très basique. Non, mais soyons clairs, il n'y Ouais. a aucun souci. Je pense que c'est quelque chose que les gens apprécient chez moi. Je suis très, très terre à terre. Même si j'ai aussi une partie très spirituelle, mais en tout cas, dans la façon dont j'établis la relation, c'est vraiment quelque chose de très terre à terre. Parce qu'effectivement, quand on est vraiment le nez dans la merde, c'est les choses du quotidien qui vont nous permettre d'en sortir. Donc voilà. Et qu'est-ce qui m'anime aussi? Eh ben, c'est encore une fois de voir la puissance des victimes à se transformer.
Et j'utilise exprès ce mot victime parce que dans le langage courant, le mot victime, c'est accolé à quelque chose de très négatif. Et c'est pas étonnant, parce que d'ailleurs, on a plus facilement la capacité à rejeter les victimes que de rejeter les agresseurs. C'est structurel, c'est absolument quelque chose qui est planté dans la société. Et d'ailleurs, je discutais encore ce matin avec une cliente du fait que euh, quand une victime d'inceste expose des faits, 9 cas sur 10, 9 cas sur 10, 90% des cas, la famille ne soutient pas la victime et soutient l'agresseur. Dans 90% des cas. Donc c'est hyper important de comprendre l'isolement auquel on fait face. C'est-à-dire que si je parle pas, si je dis pas les choses, je suis isolée parce que je vis dans ma bulle d'isolement puisque je suis déconnectée des autres. Et en même temps, si je parle, je prends le risque de perdre ma famille. Et même si c'est des gens avec lesquels je me sens mal, avec lesquels ça passe pas, ou alors pour qui j'ai énormément d'affect, parce que on nous impose ce cadre familial à nous aimer les uns les autres, etc. Donc je prends ce risque-là, et malheureusement, faut quand même avoir à l'esprit que dans 9 cas sur 10, la pire crainte, c'est-à-dire la pire de la crainte de l'abandon, la crainte du rejet, ce sont des peurs qui vont se réaliser. Donc, on n'est pas dans le mais non, mais tu sais, les peurs, c'est dans la tête. Non, on est dans quelque chose qui est basique, qui est que dans 90% des cas, il y a un rejet de la famille qui peut provoquer encore plus d'isolement. Donc, soit ça peut provoquer encore plus d'isolement, soit ça va être somatisé, ça va dégénérer en maladie. Puisque on a tous et toutes une capacité à malheureusement somatiser énormément le stress. Et ce sont des événements de vie qui sont hyper stressants. Personne ne peut imaginer, et alors moi ça me rend mais hystérique. J'ai envie de péter la gueule de tous les gens. Mais non, mais il faut parler, il faut libérer la parole. Mais d'abord on fait ce qu'on veut et on fait ce qu'on peut. Et donc, en fait, il y a un moment où il faut juste comprendre la douleur psychique et parfois physique que c'est de vivre avec le silence et la douleur que c'est de vivre avec la parole. Alors, évidemment, ça ouvre des opportunités différentes dans chacun des cas. Ça, c'est d'autres choses. Mais il faut comprendre quand même ce que c'est quand on est en plein dedans. Et étant donné qu'il y a un manque de moyens terrible et qu'il y a un très mauvais accompagnement en France, heureusement la Civis est là et toutes les victimes espèrent monumentalement sur cette commission pour pouvoir avoir de vraies avancées. Et il y a quelques jours, c'était lundi, je crois, il y a eu pardon, j'ai trouvé le mot, un document qui arrive, mais c'est pas grave. Il y a un document qui a été émis par la Civis proposant un parcours de soins. Donc, on commence à avoir des avancées. Alors, on peut toujours dire oui, mais c'est pas assez, patati patata. De toute façon, il faut bien que ça commence quelque part et qu'ensuite on améliore le processus. Mais savoir que il y a plus de, ça va dans le bon sens aujourd'hui. Et ça, c'est hyper important. Et c'est au quotidien dans les médias, au quotidien. Donc, de toute façon, et alors ça peut être aussi très traumatisant pour les victimes parce que ça fait partie des choses qui peuvent faire émerger de nouveaux souvenirs aussi, qu'il y ait qu'on en parle autant. Donc, c'est comme si on est dans une espèce d'espace, de zone. Je ne sais pas si on peut le quantifier physiquement dans le temps ou dans l'espace, mais on est dans une espèce de période, moment, où c'est comme s'il y a de plus en plus de personnes aussi qui ont les souvenirs qui remontent.
à force d'être exposées de plus en plus à ça, et les personnes ont de plus en plus de demandes et comprennent qu'elles ont le droit d'avoir des soins, le droit d'avoir des soins, je dis bien le droit. Euh, et ça constitue une réparation qui est absolument viscérale, qui est hyper importante. Donc, le mot victime, je le choisis vraiment de façon très précise ici. Et donc, il est habituellement accolé à quelque chose de négatif. Moi, j'ai un infini respect pour ce mot, infini, parce que d'abord, il faut une vulnérabilité énorme pour l'admettre. Je pose ça là. Il faut avoir énormément de vulnérabilité pour l'admettre. C'est admirable de réussir à le dire, de réussir à l'admettre vraiment envers soi-même en premier, en fait. Hein. C'est pas une question envers les autres. Les autres, on s'en fout. C'est envers soi-même en premier. Et ensuite, souvent, déclic. C'est-à-dire que une fois qu'on a admis ce qui s'est passé, on sort progressivement du déni. Euh, on sort aussi, alors l'amnésie traumatique, elle peut déjà avoir été libérée partiellement ou en totalité. Et une fois qu'il y a eu ce déclic-là, les victimes, en général, très souvent, font tout pour s'en sortir. Et moi, à 100% des cas, je suis face à des personnes qui ont déjà un parcours avant de me rencontrer, enfin, je veux dire, ça fait pas 3 jours qu'elles se sont dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux, hein? Non, des années, des années, des années, des dizaines d'années de souffrance et de quête de qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux, qu'est-ce qui va me faire du bien, comment je fais pour m'en sortir. Et ça touche tous les pans de la vie. Ça touche la santé, ça touche la vie professionnelle, ça touche les relations interpersonnelles, les relations privées, ça touche la famille, ça touche vraiment tout. Et donc voilà, donc je voudrais encore une fois rendre hommage et vraiment rendre leur honneur à toutes ces victimes parce que finalement, ce sont des personnes qui sont époustouflantes, ce sont des conquérantes, des personnes qui ont envie de s'en sortir et qui le font, qui y arrivent. Et qu'est-ce qui m'anime dans mon travail? Bah, c'est de voir ça, d'être le témoin de ça, d'accompagner, de transmettre les outils. Et de voir les personnes qui s'approprient, qui découvrent qu'elles ont les ressources en elles, qui se les approprient et qui vont les développer, voilà, le mot m'échappe, les potentialiser en fait, vraiment, et les voir vraiment ouais, aller mieux en fait, améliorer leur vie, les voir s'équiper, s'outiller, faire face et développer une capacité d'amour envers elles-mêmes qui est absolument parfois la marche est très haute et c'est très difficile et on y va toujours étape après étape et je prends toujours les personnes où elles en sont et les capacités à devenir curieux, à devenir bienveillant avec soi-même, les capacités d'amour envers soi-même sont des ressources qui sont absolument merveilleuses à voir s'épanouir en fait chez les êtres humains. Voilà, je suis très longue, je raconte tout ce que j'ai sur le cœur. C'est parfait et on sent que ça sort de chaque cellule de ton corps et de ton cœur et c'est beau justement à voir ta passion, ouais, pour ces femmes et puis ta générosité dans le partage puis bah, oui, de sentir que c'est du vécu parce que moi j'ai la chair de poule depuis tout à l'heure en t'écoutant parler et puis je me dis c'est beau parce que tu parles de ces victimes mais en fait c'est tous des mots qui s'appliquent à toi aussi Mirabelle donc tu vois j'ai vraiment voilà, ça me touche beaucoup ouais, que tu partages donc merci beaucoup. Merci et voilà, et pour faire un petit parallèle avec les personnes qui nous écoutent, qui ont vécu des choses de cet ordre-là ou pas, en fait, pour moi,
la passion que tu transmets à travers voilà, tout ce qui vient et tu trouves pas les mots parce que ça se bouscule dans ta tête et je suis exactement pareil, donc je comprends complètement. En fait, c'est ça qui est magnifique quand on arrive à trouver justement à travers, parce qu'on est passé soi-même par des choses, on peut arriver à ce chemin de réalignement du dharma de mille et une façons, mais voilà, quand on arrive à trouver une vie qui nous rend vivante, en fait, la passion qui se dégage de ce que tu partages, c'est ça, on sent tellement de vie derrière tout ça. Donc, merci Ouais, beaucoup. comme tu dis d'ailleurs, un indicateur pour moi, c'est la vie que ça génère à l'intérieur de moi. Euh, Ça pétille, je ressens immensément de joie d'exercer mon métier. Effectivement, je pense que ça se ressent beaucoup. Euh, et, et ouais, c'est un processus continu en fait. Comme tu dis, je ressens beaucoup de vie. Ouais, c'est vraiment ça. C'est Mm. ressentir la vie en moi et circuler et ça contribue de l'échange avec l'autre. Ouais, Ouais. ouais. Et puis, merci aussi pour parler de... Pardon, Pardon. pour dire, Vas-y. bon, je me rends compte que quand on est mort à l'intérieur, en fait, c'est cette connexion-là, elle est plus difficile. Dans d'autres métiers que j'ai pu avoir. Alors, moi, je suis quelqu'un d'assez passionné, n'est-ce pas? Donc, j'ai toujours trouvé des astuces, des moyens de me donner l'envie et de trouver au moins des facettes, parce que quand on a un métier, bien sûr, il y a toujours plusieurs facettes. Euh, il y a des trucs chiants comme l'administratif, ça je pense que c'est pour tout le monde. Je veux dire, dans le métier que je faisais avant, il y avait des parties qui étaient super énergivores et je réussissais quand même à essayer de trouver, mais vraiment, il fallait que je cherche quoi, des choses qui me maintiennent en vie. Et je peux pas en parler autrement que dans ces termes, tu vois. Alors que là, la vie, elle est là, quoi. Elle est là, elle s'exprime. Et là, je ne cherche pas à être en vie, je suis en vie et je profite de cette vie-là pour être en connexion avec l'autre. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais d'énergie. Énergétiquement, c'est vraiment deux choses vraiment complètement différentes. Ouais, ouais, tout à fait, merci. Et puis, tu as parlé de processus aussi, et c'est vrai que moi, j'utilise beaucoup le terme de chemin, que ce dharma, en fait, c'est pour moi, c'est vraiment un chemin de vie, et finalement, c'est sans fin, en fait. Donc, on apprend tout le temps, on doit se réaligner tout le temps, et en tout cas, moi, je l'ai beaucoup vécu comme ça, de quand tu es vraiment désaligné, en fait, de ce chemin qui t'est propre, quand tu commences à te sentir aligné, et c'est tellement bon en fait de sentir cette espèce de paix qui s'installe, que du coup, ça ne veut pas dire on n'est pas parfait et on n'est jamais arrivé, mais du coup, quand on se redésaligne, en général, on le sent parce que c'est super inconfortable et progressivement, par rapport à ce qu'on a vécu jusque-là, par rapport aux accompagnements qu'on a pu avoir, en général, on va commencer à être suffisamment équipé pour pouvoir se réaligner. Et puis parfois, il y a des moments où on a à nouveau besoin d'aide et de soutien, et Bien sûr. c'est complètement OK. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment sans fin, et d'où l'importance de la bienveillance dont tu parles et de la douceur et l'amour de soi. Euh, parce que c'est tellement facile de s'auto-flageller quand on va mieux pendant un temps et qu'ensuite on retombe peut-être dans des travers ou des béquilles qui nous ont simplement permis de survivre en fait Ouais. Ouais, jusque-là, que cette douceur elle est indispensable. tout à fait. Et puis d'ailleurs, je vais aussi dire, tu vois, même en étant alignée et en sachant quel chemin je voulais prendre, tu vois, pour ma vie professionnelle, j'ai démarré. Alors j'ai eu plusieurs phases avant de vraiment trouver entre guillemets, ce qui m'allait comme un gant, tu vois. Cette capacité à pouvoir pivoter aussi pour trouver finalement de quelle façon, parce qu'il y a finalement un petit peu son grand chapeau, là, son pourquoi est-ce qu'on a envie d'aller dans la voie dans laquelle on va, et ensuite il y a le comment on y va. Et vraiment ne pas s'attacher au comment, c'est quelque chose d'hyper important, parce qu'en fait, tu vois, mon expérience
ça a été de mener pendant plus d'un an un projet collectif qui a été super important. Je me suis mais vraiment investie corps et âme dans ce projet, tout ça pour que finalement je doive prendre à un moment donné la décision de l'arrêter. Et ça a été hyper pour moi. Je me suis dit, bon, bah ok. Donc j'ai littéralement pris un break pendant 3 mois. D'abord, j'ai tout coupé. Je me suis dit, bon, déjà, il faut que je récupère et que je me retrouve moi. Et ça m'a permis de me réaligner, de me dire, ok. Et c'est seulement au bout de 2 mois où j'ai pris la page blanche et où j'ai dit, ok, alors maintenant, on va faire les colonnes, là. C'est quoi les leçons? Qu'est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce que j'ai raté? C'est quoi les erreurs que je ne referai plus? Blablabla. Et donc, j'en ai tartiné quelques pages. Et ce bilan, il a été hyper constructif. Il m'a permis de redémarrer en 2000. Attends, je ne sais même plus quelle année on est. Avec la parenthèse Covid, là, tout le monde a perdu la notion des années. Donc, c'était, je pense, en début 2022. Donc, ça a été fin 2021. Et donc, j'ai repris en mars-avril 2022. Et quand j'ai repris, alors que ça faisait 3 mois que j'avais tout coupé, hein, réseaux sociaux, tout, j'avais vraiment fermé l'ordi, j'avais besoin du break et tout. Donc au bout de 2 mois, je fais mon bilan et le jour où je me remets sur les réseaux et tout, je me dis, bon bah voilà, bonjour, ça y est, j'ai fait mon break, je reviens et tout. Et tu le croiras ou non, mais donc j'ai décidé de commencer à travailler donc en accompagnement individuel pour commencer, pour redémarrer en fait mes activités. Et dans le mois qui a suivi, mon agenda était rempli. Bah, Donc, ne pas s'attacher au comment, c'est vraiment hyper important. Parce qu'en fait, si je m'étais évertuée, je pense, à continuer dans le comment qui n'était pas le bon, et dans lequel j'ai dépensé du temps, de l'énergie, de beaucoup d'argent pendant 1 an et demi, euh, finalement, bah, je pense que je me serais perdue et peut-être j'aurais, je sais pas, été dégoûtée ou je sais pas. Et le fait d'avoir eu cette capacité à trancher, à faire, à laisser quelque part s'exprimer mon autorité intérieure, de dire maintenant c'est stop et de dire c'est pas parce que cette façon-là n'a pas été la bonne, tu vas en tirer des leçons, tu fais ton bilan et tu repars bah, avec l'option B. Et puis il y a aussi l'option C, et puis l'option D, et il y a toutes les lettres de l'alphabet. Et le livre qui est vachement bien d'ailleurs, de Adam Grant et Sheryl Sandberg, qui s'appelle Option B, qui a été, qu'ils ont coécrit à la suite de. Je suis désolée, je diverge un peu, mais au moment où elle a perdu son mari suite à une crise cardiaque, alors qu'il faisait du sport un matin. Et tout à coup, elle a perdu son mari, elle s'est retrouvée veuve avec ses 2 enfants. Et en fait, elle a compris qu'il y avait d'autres options de vie que celles qu'elle avait imaginées. Et donc, elle est CEO chez Facebook, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, bon, maintenant, ça s'appelle plus Facebook, ça s'appelle je sais plus comment, mais à l'époque, elle était là. Et lui, il est psychologue. Et il est très renommé. Il travaille beaucoup sur le bien-être des salariés au travail et le bien-être dans le travail en général. Et elle, c'est vraiment aussi son cheval de bataille. Et, donc, et le fait d'avoir été vulnérable sur ce qu'elle a vécu, ça a vraiment ouvert beaucoup de portes au sein de leur entreprise. Bref, et donc tout ça pour dire, moi j'avais retenu de ce livre le fait qu'il y avait toute la palette des lettres de l'alphabet, toute la palette des couleurs de l'arc-en-ciel, et qu'en fait, ben, si une option ne convient pas, alors ça ne veut pas dire qu'il faut changer tous les 4 matins, mais en tout cas, si on persévère et qu'on voit que on le ressent aussi corporellement parce qu'on n'arrive plus à gérer le stress, parce que ça devient trop en fait. Et ça, c'est des indicateurs en fait aussi que bah, c'est peut-être qu'il y a des choses un peu à pivoter pour pouvoir trouver quelque chose qui redonne de l'énergie. Tu vois, on en parlait tout à l'heure. Encore, cette question d'énergie, moi je pivote beaucoup mes activités avec mon niveau d'énergie. Et pour moi, c'est indispensable. Et d'ailleurs, c'est indispensable quand on souffre de stress post-traumatique de pouvoir adapter aussi son activité professionnelle à ses symptômes. Parce que ben, les symptômes ne sont pas toujours les mêmes. Il y a des moments où ça va beaucoup mieux, hyper bien régulé.
et on va pouvoir être dans un flow plus dynamique, etc. Et puis il y a des moments où les souvenirs, tu t'en prends plein la gueule et où ben, franchement le quotidien ressemble à des trucs horribles. Enfin, j'ai pas d'autres, Mhm. désolée, j'ai pas d'autres mots pour en parler. Non, non, mais 3 fois par nuit en sueur parce qu'on fait des attaques de panique dans son réveil, dans son sommeil, je veux dire, et que ça nous réveille. Enfin voilà, et le matin, il faut encore réussir à mettre des bâtons dans les yeux là et aller bosser. Donc finalement, à titre personnel, être entrepreneur et pouvoir gérer mon emploi du temps et pouvoir me prioriser, t'en parlais au tout début, eh bien ça m'a permis vraiment de trouver une façon de tout concilier en fait, d'accepter les choses qui font partie de mon quotidien et de faire quelque part comme une broderie et comme quelque chose de sur mesure pour moi parce que je mérite de m'épanouir professionnellement, je mérite de retrouver un travail, enfin j'ai mérité d'avoir retrouvé un travail parce que j'ai quand même pas travaillé pendant longtemps, j'étais en arrêt maladie pendant très longtemps, en invalidité après, etc. Donc, donc voilà, et ça d'ailleurs j'en parle aussi parce que les impacts dans la vie quotidienne des personnes qui souffrent de stress post-traumatique lié à l'inceste, aux violences sexuelles dans l'enfance, il faut comprendre qu'à chaque fois c'est des tsunamis quand ça arrive, que les thérapies sont très coûteuses en termes d'énergie et d'argent. Et donc, c'est hyper important qu'il y ait des parcours de soins adaptés. On a effectivement alors moi, c'est mon avis, je sais que ça diffère du tien, mais on l'a, sans l'avoir choisi à la naissance, une perte de chance euh, et qui n'est pas irrévocable. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important à garder. C'est qu'il y a toujours l'espoir que ça s'améliore. Il n'y a personne qui a une vie parfaite. Il faut arrêter de croire ça. Il n'y a pas ceux qui ont de la chance et ceux qui n'en ont pas. Enfin, moi, je ne crois pas du tout à ça. Je pense que c'est quelque chose qu'on cultive, qu'il faut apprendre. Et c'est clair que quand on a beaucoup d'expériences défavorables dans l'enfance, bah, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficilement atteignable mentalement. Donc, il faut faire double de travail sur soi pour. Donc, ça veut dire, pendant qu'on fait ça, on ne fait pas autre chose. Et c'est en ça qu'on a une perte de chance, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas vécu ça et qui auront ben, plus de temps ou d'énergie à consacrer à ne pas devoir gérer les symptômes, les attaques de panique, les troubles X et Y nous, on doit gérer en plus dans notre quotidien. Et reconnaître le trouble de stress post-traumatique, qui est largement sous-identifié en France, hein, comme une maladie chronique, et accepter que, alors maladie, moi j'aime pas trop ça, mais accepter que c'est quelque chose de chronique et qu'en fait ça va aller, venir, et que en fait avec le travail psychocorporel et la thérapie, on va gagner en, en, en fenêtre de tolérance, on va mieux réguler et ça va devenir plus facile au quotidien. Ok, mais ça n'empêche pas que quand il y a un souvenir qui va émerger, ça va être le tsunami, on sait à quoi ça ressemble, on perd tous nos repères, c'est d'une violence inouïe. Et plus les souvenirs sont enfouis, plus c'est violent. Donc, c'est pas le même niveau de violence selon qu'on a quelque chose qui est arrivé il y a 1 an ou 2 ans que sur une amnésie d'un truc. Alors, moi, j'ai 40, bien, donc on va dire 40 ans, un truc qui est arrivé quand j'avais 4 ou 6 ans. Ça fait 35 ans que c'est enfoui. Quand ça sort, ça balaye tout sur son passage, quoi, hein. Donc, et ça, c'est vraiment important. Il y a plus de 60% des victimes de violences sexuelles qui souffrent d'amnésie traumatique. Donc, quand ça apparaît, eh ben, effectivement, ça déboule tout sur son passage, quoi. Donc, voilà. Et ça, c'est des choses, je trouve, sur lesquelles on a vraiment des axes de progression en France, à prendre ça en considération, à accepter que c'est une réalité dont il faut prendre la mesure et le coût, ce rapport. Ah, voilà, c'est le mot rapport. Le rapport de lundi, il parlait ça, il parlait aussi du coût financier, de qu'est-ce que ça coûte à l'État, à la nation, euh, de ne pas prendre en charge les victimes. Parce que plus ça arrive tard, la prise en charge, et plus ça va être, plus ça va avoir de répercussions en fait dans la vie quotidienne. Et encore une fois, sur toutes
toutes les facettes de la vie. Bref, je suis en train de parler de plein de trucs. Ouais, mais c'est un sujet tellement important en fait. Enfin, c'est clair que oui, ouais, on pourrait, je pense, se faire un live d'une journée et encore, on n'aurait pas assez de temps, je pense. Donc, effectivement, je vais ramener un petit Oui, peu sur toi, mais surtout, ouais, peut-être, je sais pas, faudra en tout on en reparle cas, sous un autre format, mais on va conclure cette divagation vas-y. pour dire que, que malgré cette perte de chance, c'est possible d'aller mieux, c'est possible de se remettre à travailler, c'est possible aussi de réfléchir avec son employeur, les salariés, à un temps partiel thérapeutique. Et surtout avec son médecin, bien sûr. C'est possible, quand on est entrepreneur, de moduler son emploi du temps pour l'adapter à ses besoins propres. Et donc, tout ça, ça passe par évidemment connaître soi, connaître ses symptômes, savoir les réguler. Ça passe par la co-régulation, puis la régulation en autonomie. Donc ça s'apprend, c'est des choses qui s'apprennent et c'est vraiment hyper important de savoir que ces outils-là existent et qu'on n'est pas dépourvu. Voilà, ça c'est vraiment très important. Et pour terminer sur ce pivot que j'ai fait, ça a été vraiment fondamental pour moi parce que j'ai retrouvé de l'énergie. Mon agenda s'est rempli très vite. Et en fin d'année, j'ai franchi les grenouilles dans le ventre et je suis allée au centre du psychotrauma, de victimologie de Paris, et j'ai proposé mes services là-bas. Et ça a été un moment absolument merveilleux parce que j'en ai encore la chair de poule. C'est très émouvant pour moi, vraiment hyper. Je pense que c'est le moment peut-être le plus émouvant de ma carrière. C'est le moment où ils m'ont répondu, le président de cette association qui m'a dit mais écoutez, on rêvait de rencontrer quelqu'un comme vous. Je sais pas si on voit que j'ai les poils tout dressés. Et je te jure, là, mais je me suis dit, mais merci d'avoir osé y aller, quoi. Merci. Chaque jour, je me remercie. Ouais, Merci, ouais, bon. parce que ça se passe super bien. Là, on est une phase de déploiement des activités, ils en veulent plus. Les retours des patients sont fantastiques. Les retours des soignants aussi, parce que je m'occupe aussi des psychologues, sont super bons. Enfin, vraiment, c'est juste merveilleux. Merci tellement de partager tout ça et de me permettre finalement juste d'avoir à t'écouter et tu réponds aux questions sans que j'ai besoin de les poser. En général, je demande aux personnes, tu vois, quand on a évoqué qu'est-ce qui t'anime, finalement, quelles sont les épreuves ou les challenges que la vie t'a envoyés pour en être là où tu en es aujourd'hui. Et donc, on n'est pas rentré dans ce détail-là et on n'a pas besoin, mais on a bien compris que tu es passé toi-même par des choses vraiment difficiles et que finalement, tu as eu vraiment cette force et cette capacité à les transformer en des tremplins, en fait, pour être là où tu en es aujourd'hui. Tout à fait. Et, et j'adore que tu aies parlé aussi du courage que parfois ça demande de vivre son dharma, de sentir qu'on est appelé dans une direction et d'avoir les chocottes et qu'en fait de réaliser qu'il n'y a que en y allant que on peut savoir ce qui nous attend de l'autre côté et en général c'est tellement plus beau et tellement plus grand que ce qu'on peut imaginer. Donc bravo pour ça. Et tu as aussi touché du doigt d'une thématique que j'aime tout particulièrement, qui est celle des synchronicités et ou en tout cas de quand justement on se rapproche de ce chemin personnel qui nous est propre, qui est le nôtre, qui est juste pour nous, cette espèce de magie qui s'opère avec la vie où justement les choses vont commencer à se faire de manière fluide. Et ce que je dis tout le temps, ça ne veut pas dire que tu vois, la vie est belle tous les jours, on reste des humains et avec nos jours avec et nos jours sans. Mais voilà, comme tu le dis, tout d'un coup, tu t'es autorisé à faire cette pause et pour autant, quand tu es revenu sur la scène du travail, Ouais. ton agenda s'est rempli rapidement. Et en fait, j'aime vraiment rappeler ça, que quand on s'autorise à s'écouter vraiment et à oser mettre un pied devant l'autre sur ce chemin du Dharma,
eh bien, il y a vraiment des choses magnifiques qui opèrent et en général, des choses qu'on ne peut même pas imaginer ou concevoir avec notre petite vision finalement relativement étriquée de notre petit mental qui veut notre bien et nous maintenir dans une zone de sécurité. Mais un petit peu comme tu disais, les solutions B, C, toutes les lettres de l'alphabet, finalement, au-delà de ce petit rectangle, ben, y a tout ça en fait qui est Ouais, possible. ouais. Et vraiment, voilà, pour terminer sur une note positive, et même si ça n'a pas du tout été négatif, tout ce que tu as partagé, au contraire, c'était hyper inspirant et encore une fois, plein de passion et d'énergie. Voilà, d'encourager les personnes à oser faire ce travail d'accompagnement si elles sont passées par des choses comme celles par lesquelles tu es passé et qui aujourd'hui te servent dans ton Ouais. métier. Et Et en tout d'ailleurs, cas, sur ce sujet-là, effectivement, c'est très important. Et quand on est face au stress post-traumatique, on est souvent bloqué dans l'urgence. Et c'est très important aussi de vraiment de réussir. Et je sais à quel point c'est difficile, parce que moi-même, j'ai été bloquée dans ce sentiment d'urgence. Mais c'est vraiment urgent de ralentir et de faire un pas en arrière et de prendre le temps. Parce qu'en fait, toutes les décisions qui vont être prises avec ce sentiment d'urgence, c'est le système nerveux qui est bloqué, en fait, quelque part dans le trauma. Et le fait de pouvoir revenir dans un espace de sécurité, de lien, de confiance, avant de pouvoir, comment dire, prendre des décisions, c'est quelque chose qui est très important. Donc vraiment, prenez le temps, si je dois dire une chose, c'est prenez le temps de guérir et d'aller mieux, même si il y a quelque part le projet professionnel qui est quelque part, il va se dessiner aussi quand les symptômes sont moins forts. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre, parce que si on se dépêche et qu'on est dans le manque et dans le oh là là, non mais ça va pas aller, en fait, les solutions, elles vont arriver les unes après les autres quand progressivement on commence, nous, à aller mieux. Et ça, c'est vraiment quelque chose. La précipitation ne sert à rien dans cette matière, en fait. ouais. Selon mon expérience. Après, c'est peut-être pas valable pour tout le monde, mais selon mon expérience, c'est la précipitation n'est pas bonne conseillère. Merci parce que tu as encore répondu à la question avant que je l'ai posée, puisque j'allais te dire, est-ce que tu aurais un conseil à donner pour les personnes qui nous écoutent et qui voudraient voilà, avancer sur ce chemin du Dharma, ce chemin de guérison. Donc, ben, merci. C'était un parfait conseil de vraiment prendre son temps sans précipitation et d'avoir prendre soin de soi, de guérir les parties de soi qui ont besoin Et, d'être vus, entendus et aimés avant de partir, s'éparpiller sur différents projets. et il y a vraiment, même si c'est pas facile de vivre avec des minima sociaux parce qu'on en est arrivé à un stade où effectivement il y a une surreprésentation des personnes qui ont vécu l'inceste dans les personnes qui sont au chômage ou dans les personnes qui vivent avec des minima sociaux. Moi-même, j'ai vécu avec ma pension d'invalidité pendant 3 ans. Donc, franchement, c'est pas agréable, c'est pas fun, enfin, c'est tout sauf marrant. Mais c'est un temps qui est parfois nécessaire pour pouvoir ensuite eh ben, développer quelque chose. Et aujourd'hui, je vis de mon activité et c'est important de pouvoir le dire. Enfin, il y a plein de personnes qui ont beaucoup de difficultés à parler d'argent en France. C'est quelque chose, encore une fois, qui est assez tabou. Et je trouve ça hyper important de pouvoir le dire, que c'est pas parce on a vécu cette perte de chance qu'on ne peut pas récupérer par la suite, en fait. Alors, c'est pas une idée de récupérer, je me suis mal exprimée. Construire quelque chose qui va être épanouissant et valorisant par la suite. Voilà. Aujourd'hui, je gagne mieux ma vie que quand je travaillais dans la banque. C'est dire comme parfois on est mal payé aussi dans la banque. Faut pas croire que Faut pas croire que tout le monde travaille dans les fusions-acquisitions et ramène plein de millions. Pas du tout. Donc ça, c'est important. Et pourtant, ça fait finalement
quoi, 1 an et demi. Là, on est en juin, ça fait 1 an et demi vraiment que je vis de mes activités. Donc, et ça a été le cas dès le début, en fait. Donc, c'est vraiment, encore une fois, avec toute la fluidité qui se met en place, quelque chose qui est possible et qui est important à garder à l'esprit. Et ça m'a demandé beaucoup de travail sur l'argent parce que, ayant vécu dans la pauvreté, ben, ça a été très, très un bon chemin pour moi, une bonne piste de travail. J'ai bossé pendant plus de 2 ans sur le thème de l'argent pour pouvoir m'autoriser effectivement à prendre ma place aussi financièrement et me libérer de ce carcan de pauvreté que j'ai traîné depuis des années et des années et des années. Donc voilà, donc prendre son temps, se soigner, ne pas avoir peur de parfois euh, même si c'est pas très gai. Alors d'ailleurs, je donne une petite astuce aux personnes qui sont en arrêt maladie ou en invalidité et qui sont en train de prendre d'elles tout simplement, qui font leur thérapie, qui continuent sur leur chemin. Il y a un truc, moi, que j'ai utilisé quand ça a duré, et puis, tu fais quoi dans la vie? Et moi, je savais pas du tout, j'avais pas du tout envie de leur raconter tout ce qui m'arrive. Et donc, j'ai dit, je suis en convalescence. Et ça ferme le clapet des gens qui demandent, qui posent des questions. Et ça évite les questions, parce que personne ne demande, ah bon, mais qu'est-ce que t'as? Donc, finalement, ça clôt le débat et ça permet de tirer un peu, parce que c'est un temps qui socialement n'est pas confortable. Voilà. Et donc, le fait de dire ça, eh bien, finalement, c'est le reflet de la vérité, c'est-à-dire qu'on est en train de guérir des parts de soi, on est en train d'aller mieux. Parfois, quand on a des maladies physiques, eh bien, ça permet aussi d'être ce temps d'ajustement pour aller mieux. Moi, j'étais passée par la case burn-out, donc j'avais vraiment besoin de me retaper littéralement physiquement. Et donc ouais, c'est une petite astuce qui permet de faire face un petit peu aux questions qui sont parfois socialement pas très confortables. Ouais. Ben, merci d'avoir donné encore un petit conseil de plus. Et puis bah ouais, un grand merci pour ton temps. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Ça passe toujours super vite. Un grand merci. Voilà, tout simplement pour d'être qui tu es, de faire ce que tu fais aujourd'hui avec ton beau sourire qui me réchauffe chaque fois que je le vois. Vraiment, tu as un sourire et un regard incroyable, Mirabelle. Et ouais. Ouais, vraiment. Donc, continue de briller, d'avancer sur ton chemin dharmique parce que tu vois, ça touche, même quand on n'est pas forcément passé par tout ça. Donc, Right back at you. merci, C'est un merci. vrai plaisir de te voir pareil lumineuse et générer autant de belle énergie. Et ça est vraiment un plaisir inouï pour moi voilà, que tu m'aies laissé cet espace-là pour m'exprimer et que tu aies bien voulu m'inviter. C'est vraiment... merci beaucoup, je suis très honorée. Avec plaisir. Et je sais que c'était ton premier live, donc tu vois, ça s'est super bien passé. Tu l'as fait, voilà. Et pour terminer, chaque petit pas. Absolument, chaque petite victoire est une victoire à célébrer. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment on peut travailler avec toi pour les personnes qui se sentent appelées à ça après t'avoir écouté? Au centre du psychotrauma, c'est en présentiel. C'est le centre du psychotrauma de l'Institut de victimologie de Paris, le CPIV. Là-bas, tous les soins sont pris en charge, donc vous n'avez pas à dépenser un centime. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, puisque, comme je le disais, ça peut coûter très cher les thérapeutiques. J'anime 2 groupes pour les patients. Un groupe de coaching sur chacun des 3 thèmes, donc le sommeil, l'anxiété avec le trouble de stress post-traumatique et les émotions. Donc chaque coaching fait 10 séances et je fais donc 10 séances avec un groupe, puis 10 séances sur un thème, puis 10 séances avec un autre groupe et on tourne toute l'année sur ces thèmes-là. Et j'ai également un groupe où je propose du yoga adapté au stress post-traumatique.
Ça, voilà, c'est les lundis et les mercredis soirs à partir de la rentrée. Il y a d'autres horaires là jusqu'à l'été. Et puis en individuel, c'est directement sur mon adresse email ou en message privé sur Instagram, il n'y a pas de problème. L'adresse email, j'ai un trou de mémoire, c'est bonjour, c'est bonjour.uedln pour une étoile dans la nuit, bonjour.uedln@gmail.com. Pour me contacter directement, je réponds. Et puis sinon, en message privé, je réponds aussi. Super, super. Eh ben, un grand merci encore à toi. Merci à ceux qui étaient là en live. Et puis, je vais mettre le replay tout de suite pour ceux qui voudraient regarder ça plus tard. Voilà, je l'envoie aussi. Et une Beaucoup, très beaucoup. belle fin de journée. Merci, toi aussi. À bientôt, Mirabelle. Bye. Bye. Au revoir tout le monde. Bye. Bye. Si j'arrive à éteindre. Bye.